Extrait numéro 40 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 37. Dans le tram, il se plongea dans l'essai sur Spencer que Norton avait cité. À mesure qu'il avançait dans sa lecture, sa colère grandissait. Le sang lui montait au visage, ses mâchoires se contractaient. Il serrait et desserrait le poing, comme si, par une suite de pressions, il enfermait dans cet étau quelques objets exécrés, dont il voulait extraire jusqu'au dernier souffle de vie. Quand il descendit du tram, il était au comble de la fureur. La hargne avec laquelle il sonna à la porte des morses le tira brusquement de son état, et il franchit le seuil d'une allure enjouée, souriant de son emportement. Pourtant, à peine se trouva-t-il à l'intérieur qu'il éprouva un terrible accablement. Il retombait des hauteurs auxquelles l'avaient mené les ailes de l'inspiration. Bourgeois, tanière de Philistin, les qualificatifs de Brissenden lui revenaient à l'esprit. Et alors, se lança-t-il à lui-même rageusement, il allait épouser Ruth, non sa famille. Il lui sembla que Ruth n'avait jamais été aussi belle, aussi céleste, d'une aussi intense spiritualité, et aussi d'une plus éclatante santé. Elle avait de la couleur aux joues, et ses yeux le fascinaient. Ses yeux dans lesquels il avait vu l'immortalité pour la première fois. Il avait un peu oublié l'immortalité ces derniers temps. Ses lectures scientifiques l'en avaient éloigné. Mais ici, à présent, il lisait dans les yeux de Ruth une thèse inexprimée, qui surpassait toutes les thèses exprimables. Il voyait dans ses yeux ce qui bannit sur-le-champ toute discussion. Il y voyait l'amour. Et dans ses yeux à lui aussi reposait l'amour, et l'amour était irréfutable. Telle était sa doctrine fanatique. La demi-heure qu'il passa avec elle avant le dîner le combla. Il était suprêmement heureux et content de son sort. À table, cependant, il subit l'inévitable réaction de lassitude provoquée par sa journée de labeur. Il avait les yeux douloureux de fatigue, se sentait nerveux. Il se souvint que c'était à cette même table, qu'il dénigrait maintenant, et où il s'ennuyait si souvent, qu'il avait dîné pour la première fois avec des êtres civilisés, dans ce qu'il pensait être une atmosphère supérieurement cultivée et raffinée. Il revit en un éclair la figure pitoyable qu'il présentait en ces temps lointains, ce sauvage embarrassé de lui-même, qui suait la peur par tous les pores de la peau, affolé par les détails déconcertants des ustensiles de table, tourmenté par l'ogresse qui assurait le service, s'efforçant de parvenir d'un bond dans les hauteurs vertigineuses de ce milieu social, et décidant pour finir de demeurer simplement lui-même, sans prétendre à un savoir-faire et un vernis mondain qu'il ne possédait pas. Il jeta un coup d'œil à Ruth, pour reprendre de l'assurance, un peu à la façon dont un passager, saisi de panique à la perspective d'un naufrage possible, cherche à repérer les bouées de sauvetage. Il avait au moins gagné cela, Ruth et l'amour. Rien d'autre n'avait résisté à l'épreuve des livres, rien d'autre que Ruth et l'amour, pour lesquels il trouvait une sanction biologique. L'amour était la plus haute expression de la vie. La nature s'était ingéniée à le façonner pour l'amour, comme elle faisait avec toute l'humanité ordinaire. Elle avait consacré à cette tâche 10 000 siècles, 100 000, 1 million de siècles, et il était ce qu'elle pouvait faire de mieux. Elle avait fait de l'amour en lui son plus solide instinct, rendu 1000 fois plus puissant encore par la faculté imaginative qu'elle lui avait accordée, et elle l'avait lancé dans le monde des éphémères pour palpiter, se pâmer et s'accoupler. Sa main chercha celle de Ruth, près de la sienne sous la table, et une ardente pression fut échangée. Elle lui lança un bref regard, tendre et radieux. Le sien, dans l'émotion qui l'avait saisi, n'était pas différent. Il ne comprit pas que ce qu'il surprit d'aimant et de brillant dans les prunelles de Ruth avait été éveillé par ce qu'elle avait perçu dans ses yeux à lui.